Bonjour à tous. Merci Brice et l'équipe AVFR pour l'organisation du workshop. Donc aujourd'hui, donc je me présente, je suis Béatrice Guèze, cofondatrice et CEO d'AI4Alpha. Donc AI4Alpha, donc c'est une fintech qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les professionnels de l'assurance dans leurs solutions d'investissement au sens large, donc allocation d'actifs et donc problématiques de gestion des risques. Donc, je suis avec Eric Benamou, donc responsable de la recherche. Et l'objectif aujourd'hui est de parler de l'application d'un update de Solvency 2 sur le calcul, donc initialement le SRRI, qui va passer en 2023 au SRI, et parler donc d'un cas d'usage qu'on a eu avec un client pour mettre en place ce calcul de SRI pour une allocation de fonds, pour donc des allocations profilées. Alors peut-être juste pour remettre un peu dans le contexte, le principe est, enfin la problématique est qu'aujourd'hui, donc les professionnels de l'assurance et les gérants en particulier ont accès à tellement d'informations que c'est impossible en tant qu'humain de pouvoir gérer toute cette quantité de signaux. Et donc du coup, l'objectif est d'utiliser donc l'intelligence artificielle pour premièrement donc leverager toute cette quantité d'informations et pouvoir comprendre l'impact de ces informations. La façon dont nous travaillons, c'est qu'on a travaillé sur des cas concrets de problématiques clients très spécifiques, donc des problématiques de gérants, des problématiques d'assureurs, et on a vu comment donc les résoudre. On a réussi à les résoudre en utilisant donc des modèles quantitatifs et des solutions de machine learning. Alors, pour revenir donc très rapidement sur quel type de technologie on utilise, donc on utilise l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage par renforcement pour aider les gérants à détecter des changements de régime. Donc, ça a donné lieu donc à des solutions de signaux de marché sur les différentes classes d'actifs et des solutions d'investissement. Et une autre technologie qui utilise les modèles graphiques, qui sera plus ce qui va être utilisé dans donc, ce qui va nous concerner aujourd'hui, donc l'application du calcul du SRI pour les fonds, qui est le fait d'utiliser les modèles graphiques pour décoder des stratégies et pouvoir les répliquer de façon simple et précise. Donc l'application de cette technologie, c'est premièrement pour les gérants de mieux classifier les risques de leurs fonds et de leur univers de fonds, de pouvoir aider un sélectionneur de fonds à filtrer dans un large univers les fonds qui correspondent à leurs critères d'investissement, et enfin de pouvoir répliquer une stratégie, et c'est la dernière application qu'on a utilisée pour le calcul de SRI et l'application de Solvency. Alors, nos clients sont, on travaille avec soit des banques d'investissement, soit des sociétés de gestion, distributeurs et assureurs, avec un grand, alors j'allais dire un grand biais, mais on a une grande tendance académique, parce que Eric est également professeur en apprentissage par renforcement en master. Et donc, on a plusieurs papiers de recherche qui expliquent nos travaux que l'on présente généralement à des conférences sur l'intelligence artificielle. Alors, donc, l'objectif ce matin, c'est de parler de cette nouvelle régulation PRIIPs et comment, alors premièrement, quelle est l'évolution de la réglementation qui va commencer début 2023 et quelle a été la problématique d'un assureur, comment est-ce qu'on a pu résoudre sa problématique grâce au modèle. Donc, je vais laisser la parole à Eric, je vais déplacer l'ordinateur. Non, je trouve comme ça. Voilà. Ok, bonjour à tous, merci à l'AVFR de nous inviter. En fait, là, donc, je vais vous parler de l'évolution de la réglementation dans le cadre de ce qu'on appelle PRIIPs. On a eu ce matin Justine qui a parlé de Solvency 2, Eden sur les parties, je dirais, plutôt ESG, et Jacques
un retour de place. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réglementation qui initialement était sur ce qu'on appelle UCITS, Understanding Collective Investment Transferable Securities, donc c'était, on comprend bien à travers l'acronyme, c'était UCITS, c'était comprendre ce qu'il y avait dans les produits. Et c'était vraiment à des fins d'investisseurs, ce qu'on appelle non professionnels, donc des investisseurs particuliers par exemple. Et puis on est passé à PRIIPs. PRIIPs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Package Retail Investment and Insurance Related Securities, Product, pardon. Et donc on comprend que maintenant le focus, au lieu d'être sur la compréhension avec notamment ce qu'on appelle le DC, le document clé investisseur, c'est se focaliser sur les produits à destination du retail, donc du marché, je dirais, public, dans le domaine de l'assurance, insurance related, et l'investissement. Et là, en fait, la réglementation a fait évoluer la norme, puisqu'il y a un des indicateurs qui est clé, qui s'appelait initialement le SRRI et qui est passé au SRI. Et ce qui est intéressant, c'est que même si l'acronyme SRRI, SRI, on voit que juste ça a changé d'une lettre, en fait, si on regarde rien que les lettres, on voit que il y a en commun le RI qui, en fait, le SRRI, ça voulait dire Synthetic Risk and Reward Indicator, donc indicateur synthétique du risque et du reward. On est passé au Summary Risk Indicator, c'est-à-dire que c'est un risque qui résume. Et là-dessus, en fait, l'idée, c'est de prendre en compte, en fait, non seulement ce qu'on appelle le risque de marché, mais aussi le risque de crédit, le risque émetteur. Puisqu'on s'est rendu compte que finalement, quand on donne à un investisseur particulier un produit, finalement, ne qualifier le risque que par le risque de marché, c'est un peu réducteur parce qu'il peut y avoir des défauts de l'émetteur. L'intérêt aussi, c'est qu'on a fait évoluer la norme en termes de données. On est passé à un historique de 5 ans à un historique plus, je dirais, pragmatique, puisque on peut avoir des produits qui sont cotés tous les jours, des produits qui sont cotés toutes les semaines, des produits qui sont cotés de façon bimensuelle ou mensuelle. Et donc, il y a une adaptation de l'historique qui est nécessaire pour calculer cet indicateur. La troisième chose, c'est que la fréquence est devenue beaucoup plus pragmatique, puisqu'à la base, on demandait à calculer le SRRI, donc c'est une façon hebdomadaire. On passe à une fréquence qui dépend en fait du produit. Donc si c'est un produit qui est où la liquidité est quotidienne, il faut évidemment recalculer cet indicateur de risque tous les jours. Le troisième point qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution de la pratique, puisque finalement, ce qu'on utilisait pour le SRRI, c'était simplement la volatilité. Alors ça se comprend bien, hein. La volatilité, c'est en première approximation une bonne idée du risque, puisque on estime qu'un produit qui est volatile, finalement, il est assez risqué. Mais c'était très réducteur. Et c'était en plus simplificateur par rapport à ce qui se fait dans le monde sell-side, puisque ici, on s'adresse à des investisseurs retail, des investisseurs non professionnels. Mais quand même, c'est bien de petit à petit utiliser le savoir-faire qui existe dans le monde sell-side pour calculer un risque. Et dans le monde sell-side, en fait, dans les salles de marché, par exemple, on utilise ce qu'on appelle la value at risk. Donc, on a une évolution de cet indicateur. Au lieu de le calculer simplement par une volatilité, maintenant, on va avoir un procédé en 2 étapes. On va d'abord calculer une value at risk et puis traduire cette value at risk par une volatilité équivalente. Et point intéressant, et qui parlera aux statisticiens qui peuvent être présents dans l'Assemblée, en fait, la façon de calculer cette value at risk, en fait, le régulateur a été très clair dans la directive et dans la réponse. Il y a une réponse décembre 2021 de la part, c'est un papier joint tripartite ESMA, EBA et IOPA. En fait, il précise même la formule de calcul de la value at risk. Parce que la value at risk, on peut la calculer de plein de façons, par des méthodes de simulation de Monte Carlo, par une approximation, par aussi des formules fermées. Et là, en fait, le régulateur donne carrément la formule. En fait, il utilise
une méthode qui s'appelle la méthode de Cornish-Fisher, qui est assez intéressante, qui est une méthode statistique des années 1930, donc ça date un petit peu, mais qui permet en fait de corriger les rendements du fait qu'ils sont non gaussiens. Donc, dernier point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment la prise en compte du market risk, donc le risque émetteur, de façon à quantifier ce second risque. Et cette réglementation rentre en vigueur début 2023, donc bientôt, très bientôt. Et donc, ce qui était intéressant, donc en l'occurrence là, commence à arriver chez nous, c'est que un assureur s'est dit, oulala, ça a l'air compliqué, ça a l'air très quantitatif. Et on verra où est la partie intelligence artificielle, mais il faut que je fasse appel à des gens assez quantitatifs, et c'est comme ça qu'ils nous ont sollicité. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, et qui reprend un peu ce qu'a décrit Jacques, sur le fait ou des interventions d'Edouard, des questions d'Edouard. Ce qui est intéressant, c'est que la quantification du risque a évolué, et notamment les bornes qui classent en fait un produit entre produits pas risqués. Donc le 1, c'est pas risqué. Il y a une échelle de risque de 1 à 7, un peu comme une échelle de Richter du risque marché, de 1 à 7, le 7 étant le plus risqué. Et initialement, dans le cadre du SRRI, on voit que pour passer en classe 7, qui est le plus risqué, c'était 25% de volatilité. Alors 25% de volatilité, si vous regardez un peu les marchés actions, combien vaut la volatilité aujourd'hui de l'Eurostoxx, à votre avis? C'est à peu près combien? En historique. En version logarithmique ou additionnelle? En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la volatilité actuelle de l'Eurostoxx, elle est autour de 30%. Donc, un simple produit action, sans levier, serait déjà dans la catégorie la plus risquée. Donc, le IOPA, l'ESMA, le billet se sont dit, oulala, c'est incohérent, puisqu'on défavorise de facto tous les investissements actions. Ils sont tous catégorisés hyper risqués. Donc, il y a une évolution assez forte des bornes qui traduisent un passage là. Donc, c'est comment on passe de la volatilité. Donc, si on a une volatilité, par exemple, de 15%, à la base, on va faire même 16% pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En SRI, 16%, eh ben, c'était la borne. Entre 15 et 25, c'était un risque de classe 6. Et maintenant, ça passe à un risque de classe 4, puis c'est entre 12 et 20%. Donc, on voit évidemment, à travers l'évolution des bornes, qu'on favorise plus des investissements actions que initialement. Je crois que Jérémy a une question. Oui. Alors, repose la question ouais. Parce que je pense alors, je vais reposer la question pour ceux qui suivent à distance. En fait, comment se calcule la VaR? Est-ce que c'est une VaR marché, une VaR historique? En fait, il y a un papier de décembre 2021 qui est un papier de questions-réponses donc tripartite, l'ESMA, l'IBA, l'IOPA, qui donne même la formule justement que j'expliquais peut-être de façon un peu technique, qui est la formule de calcul de VaR historique par développement de Cornish-Fisher. Et donc, ça permet, en fait, si on a un historique des valorisations d'un fonds, de être capable, finalement, d'avoir un calcul exact de la value at risk. Alors, une fois qu'on a, en fait, dans la réglementation nouvelle, on a deux choses. On a le risque de marché, ce qu'on appelle le MRRM, le Market Risk Measure, et le risque de crédit, le risque émetteur, le Credit Risk Measure, le CRM. Et donc, en fait, pour passer de ces deux chiffres qui sont pour le risque marché de 1 à 7, pour le risque crédit de 1 à 6, à un chiffre de 1 à 7 en termes de risque, puisqu'on veut à la fin que l'investisseur retail, on lui donne un chiffre, on lui dit, voilà, ça c'est un produit pas risqué, 1, ou c'est un produit très risqué, 7, ou c'est un produit intermédiaire, 4, 5. En fait, il faut être capable de faire le lien entre ces deux risques. Et donc, il y a une matrice qui est donnée qui permet comme ça, si on a un risque de marché, par exemple, de 4,
donc on est sur la colonne 4, et un risque de crédit de 3, on est sur la ligne 3, on fait l'intersection des lignes colonnes, et on a un risque total de 4. Donc c'est très simple à utiliser, et ça permet comme ça qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le calcul de cet indicateur de risque. Alors, juste un point avant de passer. Juste un point avant de passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque plusieurs choses. On remarque que donc il n'y a pas d'ambiguïté, ce que je viens de dire, mais on remarque une deuxième chose, c'est que si le risque émetteur est faible, risque de crédit 1 et 2, il suffit de lire les premières lignes et on voit que c'est la traduction littérale du risque marché. Donc ça veut dire que si l'émetteur est un assureur qui est de bonne qualité, finalement, ou un asset manager de très bonne qualité, finalement, il n'y a pas d'impact sur le risque émetteur. Et il n'y a pas d'impact sur le risque final. Par contre, si le risque émetteur est fort, donc on passe là sur les lignes, par exemple, 5-6, en fait, que le produit ait un risque marché faible ou non, on va tout de suite taper des catégories de risque assez élevées. Par exemple, si le risque émetteur est très élevé, 6, eh ben, quelle que soit la qualité du produit que l'on vend à un investisseur particulier, eh ben, on va être en catégorie 6-7. Et ça se comprend bien, parce que finalement, même si on a acheté un produit peu risqué, si finalement la société de gestion qui est derrière fait défaut, eh ben, on est à risque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un papier là, auquel j'ai fait référence, qui est un papier de questions-réponses de décembre 2021, donc, qui a justement clarifié un certain nombre de points, parce que finalement, le régulateur voulait être très précis et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation. Il a même donné un workflow sur les types de fonds, et notamment comment ça se passe sur des fonds compliqués ou des fonds avec des dérivés. Et donc, notamment, il y a une succession de questions. Il suffit de les prendre une par une pour établir rapidement. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est un dérivé avec un risque de perte en capital supérieur à l'investissement, ou un produit financier qui aura un risque de perte en capital supérieur à l'investissement? Si c'est le cas, il n'y a même pas besoin de s'embêter, c'est un risque de 7. C'est un risque de 7 parce que finalement, c'est le risque maximum. L'investisseur, il peut perdre plus que sa mise. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va taper une deuxième question qui est est-ce qu'on peut observer des prix de marché? Est-ce qu'on peut observer des facteurs sur lesquels ce produit dépend? Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, si on est capable, en quelque sorte, de montrer que le produit, de mieux comprendre la structure du produit, on peut éviter ce risque de 7 qui est le pire des cas. Deuxième chose, est-ce qu'on a assez d'historique? Parce qu'évidemment, pour comprendre le risque d'un produit, il faut regarder l'historique. Si on a un produit dont l'historique est faible, c'est relativement compliqué, effectivement, de savoir si c'est un produit risqué ou pas, puisque en fait, on n'a que les quelques données récentes. Et là-dessus, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on répond à la question de supposons qu'on ait une allocation profilée. Donc, c'était typiquement ce que nous demandait notre client. Donc, et notamment, aujourd'hui, par exemple, on peut se dire il y a des problématiques d'inflation. Donc, moi, j'aimerais une allocation profilée qui réponde à des risques d'inflation. Donc, typiquement, j'aimerais avoir une allocation où il y a un peu d'actions, un peu d'obligataires et un peu de matières premières pour justement me protéger contre des risques inflationnistes. Et là-dessus, on peut avoir que ça peut être des fonds qui sont relativement récents. Donc, si on n'a pas d'historique, en fait, de nouveau, il y a une session de questions-réponses, mais si on n'a pas assez d'historique, on va être classé, même si c'est quelque chose qui n'est pas très risqué, on va être classé en catégorie de risque 6. 6, pour rappeler, c'est juste l'avant-dernière classe de risque. Donc, c'est quand même important. Donc, on a intérêt à être capable de trouver un historique suffisamment important ou de prouver qu'on peut trouver ce qu'on appelle techniquement des proxys ou des benchmarks qui permettent de reconstituer un historique de données plus important. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. C'est comment ça s'est passé sur notre client. Notre client a un certain nombre d'allocations profilées, puisque ce qu'il aime, c'est dans le cadre de produits d'assurance vie, être capable de conseiller son client
en lui donnant finalement un panier de fonds. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à des problématiques plus importantes, plus intéressantes de conseils, mais cet assureur se doit de effectivement calculer un SRI. Et dans ce cadre-là, il faut qu'il ait une méthodologie relativement claire, transparente et en lien avec la réglementation. Et donc, c'est là où on est intervenu. Donc, nous, notre cahier des charges, ça a été de collecter un certain nombre de données, les données du fonds, les caractéristiques, sa devise, son historique, les risques de crédit associés au fonds, le SRI reporté par le gestionnaire d'actifs, une description de l'allocation. Donc, par exemple, si on veut une allocation avec une partie exposition au risque inflationniste, typiquement, on va rajouter des matières premières. Donc, on va avoir une allocation, je sais pas, 30% actions, 60% obligataires et 10% matières premières. Et donc ensuite, l'idée, c'est comment on calcule ce SRI, puisqu'on se doit de calculer ce SRI dans le cadre de la réglementation. Et notamment, ça faisait écho chez ce client à une recommandation de l'audit interne qui disait finalement, il faut quelque chose qui soit compliant avec la réglementation, puisqu'à la base, la méthodologie qui était déployée, c'était une simple moyenne des SRI, des sous-jacents. Donc ça n'allait pas parce qu'effectivement, on ne prend pas en compte ce qu'on appelle le risque de corrélation. Et typiquement, on peut sous-évaluer le risque reporté à l'investisseur final et donc manquer à son devoir de conseil. Donc là, la méthodologie, ce qui est intéressant, c'est de suivre pas à pas les recommandations du régulateur. Donc prendre le portefeuille, calculer ce qu'on appelle sa NAV, traduire, gérer les différences de fréquence, les différences de devises. Si on n'a pas assez de données, et c'est là que c'est intéressant, être capable par intelligence artificielle de repérer des patterns et de notamment reconstituer un historique de données plus important. Donc si par exemple le fonds a été émis depuis 1 an et demi, la réglementation demande qu'il y ait au moins 2 ans de données. Donc il nous manque à peu près 6 mois. Comment on fait? On prend le fonds en question, on va essayer de voir comment il se décompose sur un univers de facteurs et de façon à le reconstituer. Et notamment, si on se rend compte que la reconstitution de cet historique est légèrement soit surestime ou sous-estime le risque de volatilité, puisque à la fin, on doit être en lien avec le SRI reporté, et on va avoir un ajustement de cet historique synthétique de façon à être cohérent avec le SRI. Et à la fin, en fait, une fois qu'on a ça, c'est comme si on avait un fonds classique, sauf que ça, c'est un fonds dédié, une allocation profilée. On a les NAV, on calcule la VaR historique, donc ça répond à la question comment on y arrive. Et on calcule un historique. On a suffisamment de données puisqu'on a réussi à, par intelligence artificielle, rajouter l'historique manquant. Et on est en ligne avec la réglementation PRIPS et on a tout le calcul. Donc, nous, sur ce client, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé l'outil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fournit avec le code source de façon à ce que ça soit bulletproof vis-à-vis de l'audit interne ou du régulateur, puisque le client, comme ça, peut justifier tous les calculs, montrer le cheminement logique et les formules utilisées, et montrer que c'est complètement en lien avec les formules données par le régulateur. Et donc, ça permet comme ça que ça soit relativement simple pour le client de fournir et respecter son devoir de conseil vis-à-vis des investisseurs non professionnels, de calculer un SRI. En conclusion, donc, on voit que finalement, mettre en place la directive PRIPS et notamment le SRI, ce sont des choses qui ne sont pas si compliquées. C'est quelque chose auquel nous, on a pu répondre en finalement déployant une solution avec une transparence chez le client, en montrant et en documentant qu'on suit bien la réglementation et qu'on est capable comme ça de gérer le cas d'allocation profilée. Et dans ce cadre-là, on a un partenariat en plus avec une société de conseil qui s'appelle IFIN Consulting,
de façon à accompagner notre client final pour notamment intégrer la solution dans les systèmes internes. Puisque c'était aussi, et c'est le dernier point, et je termine là-dessus, c'était aussi une contrainte de la part de notre client d'avoir que ce calcul réglementaire et méthodologique s'intègre dans des systèmes existants, et notamment toute la connexion entre cet outil et les outils internes. Voilà, je vous remercie.